Voilà, nous revenons donc en studio. Depuis plusieurs jours, justement, nous vous annonçons ce sujet-là. Nous y revenons donc ce matin dans les grandes gueules avec ce qui se passe dans l'univers des jeux en Guinée. Bon, en attendant la plainte promise, chers messieurs, nous allons ouvrir ce sujet-là avec vous, Mohamed Mara. Des actes dont personne ne comprend la logique aujourd'hui. Nous nous sommes intéressés à ce sujet. Nous avons rencontré des acteurs. Toutes les parties, par ailleurs, ont été rencontrées. Des explications nous ont été fournies. Sur cette base, on peut commencer la restitution. Je rappelle, ça va être exclusivement un bout que nous jetons ce matin. Nous reviendrons certainement demain encore sur ce sujet-là. Et comme je le disais, beaucoup de choses à dire. Mohamed Mara. Alors, ce dont il s'agit, nous parlons là de l'autorité de régulation du secteur des jeux et paris en Guinée. Il vous souviendra que pendant des décennies, en fait, pendant très longtemps, la LONAGUI, qui est donc la Loterie nationale de Guinée, était la seule instance qui était, en fait, elle était à la fois la régulatrice du secteur des jeux, mais aussi elle était elle-même un concurrent, tout simplement, dans l'exploitation des segments de jeux. Mais essentiellement pour la LONAGUI, des segments physiques, c'est-à-dire les tickets que les gens peuvent acheter dans les kiosques et j'en passe. Et vous savez, le casino, lui, à un moment donné, il y a des gens qui étaient venus sur le casino, ça finit par fermer. Mais il y a aussi des paris et des jeux en ligne que le public commence véritablement à priser en Guinée. Ce qui fait qu'actuellement, vous avez sur le segment, par exemple, en ligne, vous avez Guinée Games. Vous savez, j'ai toujours dit que contrairement à ce que les gens affirmaient, Guinée Games n'a jamais été fermé par l'État. Guinée Games est toujours resté avec les segments en ligne, et d'ailleurs sur ces 8 segments, il n'y avait que 2 qui étaient physiques, tout le reste était en ligne. Vous avez YellowBet, notamment, qui aujourd'hui d'ailleurs, avec ce qui s'est passé avec Guinée Games, est, je crois aujourd'hui, leader de cette part de marché. Vous avez OneXBet. Vous avez, c'est quoi la quatrième déjà? On a la LONAGUI, elle aussi, qui y est, mais vraiment pas beaucoup. Et puis on a une 4e société de jeux. Donc, alors, il vous souviendra également quand on a commencé à éplucher ce dossier ici, à la fin de l'année dernière, et nous-mêmes, on avait quand même demandé à l'État d'être plus courageux, de séparer les fonctions de régulateur des fonctions d'opérateur de jeu. En effet. Ce qui a été fait le 28 janvier, très exactement, le président avait pris un décret. D'accord, c'est le décret, justement, c'est le décret D2023-004, non, 0045, pardon, justement, donc PRG CNRD, du 28 janvier dernier. Alors, en prenant ce décret, le président ne s'est pas simplement contenté de séparer les 2 fonctions. Le président ou l'État a créé carrément une autorité de régulation donc du secteur des jeux et paris en Guinée. C'est à la tête de cette entité qu'est arrivé l'ancien consultant, j'ai envie de dire quand même l'ancien Manitou de la LONAGUI, parce qu'il était à la fois consultant pour la LONAGUI, mais aussi consultant pour le partenaire technique de la LONAGUI. Tout simplement. C'est-à-dire qu'on avait déjà parlé de tout ceci ici il y a quelques mois. Il y avait clairement un conflit d'intérêts qui était flagrant. On ne parle quand même d'émoluments autour de 500 millions de francs guinéens mensuels pour ce monsieur. Et la deuxième question autour de lui, c'est que... 50 000 euros. Oui. On l'a vu sur des images avec l'ancien président, par exemple, comment il s'appelle, qui est Feu ATT du Mali. Et il vous souviendra aussi que quand nous l'avions rencontré, une bonne partie des 2 heures, j'étais avec Djiba de discussion, avait porté sur sa guinéenté ou non. Moi, j'ai dit à l'époque, c'était un faux départ pour moi. Dès le moment où quelqu'un a la nationalité, il a le passeport, c'est pas à moi d'aller le chercher, c'est à l'État d'aller chercher, en fait. Voilà. Mais, donc, il y avait ça. Il y avait aussi des soupçons, vous savez, de prévarication autour de la LONAGUI.
Vous savez d'ailleurs que l'ancien DG a été amené devant la CRIEF. Et pendant qu'on cherchait à comprendre, on nous a parlé d'incendie sur les serveurs. La question qu'on se posait, c'était s'il y a serveur quelque part, comme on l'a dit au Mali, forcément c'est une redondance. Les serveurs doivent être forcément à la Lonagui en Guinée. Mais ces disques durs, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Il y a eu un procès, j'ai appris, et ça je n'ai pas eu le temps de le vérifier, parce que c'est l'avocat même de l'actuel patron de la régulation lui-même qui m'a dit dans une discussion téléphonique il y a un peu plus de 2 semaines que son client avait été disculpé. Disculpé à la suite de nos procès d'alors. Voilà. Allons-y. Alors, à partir de là, donc il est arrivé quand même dans un tohu-bohu total, il faut le reconnaître. Parce que contesté à la fois à l'époque par la Lonagui, mais par aussi d'autres acteurs. Il était surtout soupçonné d'être proche de Mamadou Antonio Souaré, qui était à l'époque le patron de Guinée Games. Et donc, on pensait que c'était l'homme quand même d'un certain camp qui arrivait. Sauf que le monsieur, il est arrivé. Il a été nommé à la régulière, il a été installé. Mais l'autre acte qui devait suivre, c'est quoi? C'est l'installation du conseil d'administration. Que les techniciens du secteur appellent le conseil de régulation. Parce que véritablement, quand vous regardez ce décret 0045, c'est le conseil d'administration qui a les pleins pouvoirs. En fait, c'est ce conseil d'administration qui prend les décisions et la direction générale ne fait qu'exécuter. Donc, c'est l'agent d'exécution, l'autorité actuellement. Ça, c'était l'autre précision à apporter. Une autre précision que nous devons absolument apporter. Les régulateurs, par exemple, quand vous prenez la HAC, c'est le régulateur chez nous. Alors, dans le secteur des paris et jeux, oui, là-bas, c'est l'ARPT. Dans le secteur des jeux et paris, c'est l'ARJPA. Alors, il y a 2 modes de financement. Parce que vous allez comprendre, c'est là la clé. Il y a 2 modes de financement de ces régulateurs. Financement de ces régulateurs. On va marquer notre première pause là-dessus. La machine est allumée, vous allez voir, restez avec nous. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire, d'où le questionnement que nous nous posons ce matin, jeu du hasard, le retour de la carambouille. Restez avec nous dans 10 minutes et on se repasse. Peut-on parler de désillusion dans le secteur des jeux avec des acteurs qui se plaindraient d'actes pris par le régulateur? En tout cas là-bas, tout paraît attester du retour des démons du passé, institutions fantaisistes d'obligations pour les sociétés donc opératrices de jeux, reconfiguration unilatérale des circuits de paiement au trésor public, pression à la caisse sur les acteurs des jeux encore une fois, le chambardement quasi complet. Nous posons donc la question de ce qui s'y passe. Les GG avec Jacques Léo-Aleno et Mohamed Mara se sont intéressés à ce sujet-là. Ils ont fouillé. Dans la première partie, il y avait ce premier bout de restitution que Mara opérait. Nous y revenons donc à ce moment-là. Mohamed Mara, nous étions sur un deuxième aspect que vous évoquiez en lien avec le régulateur. Alors, dans ce deuxième aspect, je vous parlais du mode de financement. Parce qu'il est important de comprendre que les autorités de régulation, ou si vous voulez, les instances de régulation ont 2 modes de financement. D'accord? Quant à leur fonctionnement, je veux dire. Quand vous prenez, par exemple, la haute autorité de la communication, elle est financée, son fonctionnement est financé uniquement par une subvention de l'État. Uniquement. Lorsque vous prenez d'autres secteurs, vous avez bien fait de rappeler le cas de l'ARPT, c'est le cas aussi du secteur des jeux et paris. Là, c'est à partir de redevances. Je ne dis pas des redevances, mais je parle de redevances, parce qu'il y en a plusieurs, mais de redevances venant directement des sociétés, justement des opérateurs. Alors, et c'est là, justement, à mon avis, que commence ce qui commence à ressembler à une sorte de carambouille. Mais pyramidal, et dont le sommet pourrait être logé, malheureusement, pas très loin de la présidence. Mais ce n'est que le premier jet aujourd'hui. En effet. On va continuer à éplucher ces documents. Le décret, je vous l'ai dit tout à l'heure, 0045, a été pris au mois de janvier, le 28 janvier pour être précis. Et récemment, le régulateur donc, qui est arrivé
on a d'abord constaté plusieurs choses. Des acteurs du secteur nous ont approchés. Et là, Dieu sait qu'on a fait vraiment le tour pour comprendre ce qui se passe. La première des choses, c'est que, je vous l'ai dit, il n'y a toujours pas de conseil d'administration. Et c'est important que ce conseil arrive parce que c'est l'instance de décision. La direction générale qu'on a actuellement n'est que l'instance d'exécution. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et lorsque vous prenez cette question-là, les acteurs se plaignent, primo, d'une forme d'autoritarisme venant de l'ARGIPA et de son patron en particulier. Récemment, par exemple, il nous a été rapporté, en fait, c'était la semaine dernière, lors d'une réunion, parce qu'après avoir pris cette décision, les acteurs, plusieurs acteurs se sont mis ensemble pour demander une audience parce qu'ils voulaient discuter. Figurez-vous qu'ils ont pris un acte, une décision, qu'il dit, décision portant sur les conditions de régulation et d'exercice des activités des exploitants de jeux en ligne. D'accord? Il les cite. Ensuite, donc, il dit online, application, SMS et USSD. Je viendrai à ces mentions-là plus tard. Très bien. Et par segment, c'est le cas du PMU, de l'auto, donc du pari sportif, des jeux virtuels, des casinos, etc. Ce sont les deux. Alors, cette décision a été prise, premier reproche, sans concertation aucune avec les experts et aussi les opérateurs. Donc, vous prenez une décision pour réguler. Je ne sais pas si vous avez bien compris d'abord mon premier problème. C'est que la régulation, l'instance de régulation est mise en place pour appliquer des textes. Ce n'est pas à elle d'énumérer les textes ou de créer les textes qu'elle veut faire appliquer. Ça, c'est déjà un premier problème. À la limite, si cela doit se faire, il faut beaucoup de concertation. Donc, ça a été fait sans concertation. Quand les acteurs sont allés à sa rencontre, il nous a été rapporté quand même par 2 ou 3 sources que ça s'est très mal passé. Le patron aurait crié sur l'un des acteurs parce qu'il avait un téléphone et que lui, justement, il s'occupait de ses paiements au moment de la réunion. Il a mis dehors les conseils, donc les conseils juridiques de ces sociétés-là, alors que c'est un acte juridique qui a été pris. C'était, donc les directeurs généraux sont venus avec leurs conseils pour que ceux-ci puissent discuter avec les services techniques, donc de l'ARGIPA. En effet. Il les a mis dehors, mais en des propos peu catholiques. Donc, il y a ce premier reproche. Donc, on lui reproche de prendre des décisions et de les imposer. L'une de ces décisions porte sur, comment on appelle ça, les rappels et arriérés, notamment avec la LONAGI. Vous savez, avant cette année, les sociétés de jeux, et c'est même le cas encore pour l'instant, ont des licences. Mais ces licences-là, en réalité, ont été octroyées, certes par la LONAGI, mais sur les activités même de la LONAGI. C'est-à-dire que la LONAGI cédait une partie de ses activités aux sociétés qui venaient s'installer. En effet. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ces entreprises-là, donc, quand elles collectent, reversent à la LONAGI. Donc, la LONAGI était la seule entité qui, donc, prenait, collectait ce qui revenait à l'État et le reversait directement à l'État. Donc, la LONAGI s'occupait du dispatching. Tout simplement. D'accord. Alors, ce qui se passe, par exemple, avec certaines des taxes, il arrive, il dit, bon, écoutez, tout ce que vous deviez à la LONAGI, sans chercher à faire la part des choses, il impose aux acteurs immédiatement de les lui payer. À lui. Je veux dire à l'ARGIPA, à l'autorité. En effet. Sauf que l'autorité, ce n'est pas sa vocation. Vous verrez tout à l'heure, le problème viendra tout à l'heure. Parce qu'ils sont allés jusqu'à créer des comptes courants dans des banques primaires pour amener les opérateurs à aller payer. J'ai les numéros de compte et tout, j'ai des preuves de paiement. Ils ont créé même, et c'était comme si il n'y avait pas de compte à la Banque centrale au compte du Trésor public. Ça, c'est vraiment des choses qu'on leur reproche. Alors, et les décisions, on vous dit, relatives à la régulation, on vous dit que c'était sans concertation. Je ne vais pas continuer à le répéter. Et qu'il leur aurait dit tout simplement, c'est à prendre ou à laisser.
Mais ce qui a surtout déstabilisé le secteur, c'est que la décision date du 25 septembre. D'accord. 25 septembre. 2023. Oui, 25 septembre. Et la décision devait entrer en vigueur quand? Le 1er octobre. Le 1er octobre. Et il prévoit... 5 jours plus tard. Justement. Et il prévoit pourtant, il leur dit, si vous ne payez pas, par exemple, vous serez frappé immédiatement de pénalités. Et ces pénalités-là... Que dit la décision? Je viendrai à ça. Tu veux qu'on les épluche demain. Aujourd'hui, je vais juste planter le décor. D'accord. Il va jusqu'à... Figurez-vous qu'il a prévu des pénalités à hauteur de 200%. Des pénalités de retard. Si vous retardez d'une semaine, c'est-à-dire les 5 jours, une fois que c'est entré en vigueur, si vous retardez d'une semaine, vous payez 100%. Mais ça va à 100, 150, jusqu'à 200%, carrément. Il y a un gros problème à ce niveau. J'en viendrai plus tard. Parce qu'en matière de fiscalité, en matière de redevances et autres, il n'appartient pas à une autorité de régulation, justement, de les édicter. Ce n'est pas son rôle. Je viendrai à la loi, notamment à des dispositions pertinentes de la loi organique portant loi sur notamment les lois de... comment on appelle ça? Les lois de finances, la LORF. La LORF. D'accord. Alors, c'est très clair. En matière d'impôts, en matière de taxes fiscales, il faut nécessairement une loi. Nécessairement une loi. Je vous les lirai demain. Peut-être même on va les publier pour que les gens le voient à l'écran. Très bien. Il faut obligatoirement une loi. Lorsque ce sont des recettes non fiscales, il faut nécessairement un décret. D'accord. Mais là, nous avons quand même un monsieur Cissé, qui quand même avec ses services juridiques et tout ce que vous savez, se permet quand même de prendre des décisions et de fixer lui-même cela. C'est un EPA, hein, jusque-là. Et en plus, c'est un EPA. En effet. Mais qui veut se comporter comme une régie financière. Vous allez comprendre, parce que ça va très loin. Donc, il prend la place quand même du chef de l'État. Lui, il édicte cela. Et il prend la place de l'Assemblée nationale. Un autre reproche. Vous vous souvenez, lors de l'examen de la loi de finances rectificative récemment, vous vous souvenez, la fameuse question des 5%. Initialement, 2% des gains du chiffre d'affaires des sociétés de jeu étaient reversés à la LONAGUI, qui la reversait aussi à l'État ou directement dans des œuvres caritatives. La RSE. Directement. Aujourd'hui, l'autorité de régulation veut elle-même assurer directement la RSE. C'est-à-dire que... Elle demande directement... Pour en parler clairement, pour en parler plus clairement, ce serait par exemple l'ARPT qui demande à Orange de lui... De fermer même de lui donner ce qui revient à la Fondation Orange. De fermer la Fondation Orange et de lui donner l'argent. De sa direction RSE. Et voilà, et l'ARPT reçoit l'argent. Voilà, l'ARPT va envoyer cet argent-là à qui de droit. C'est exactement cela, le cas de figure. Oui. Donc, c'était 2%. C'était reversé, je le dis, avant à la LONAGUI, qui, elle, pouvait soit l'injecter directement dans ses œuvres caritatives ou les reverser directement à qui de droit. Mais lui, il demande à ce que cela lui soit versé. Et si vous avez suivi, les conseillers ont réagi. Parce que de 2%, là encore, unilatéralement, il est allé à 5%. Unilatéralement. Les fameux 5%. Les fameux 5%. D'accord. Je vais vous apporter des preuves. Le ministre a fait une sortie la semaine dernière pour dire qu'il n'y a jamais eu ces 5%, ça n'a pas été versé. Je suis désolé. Les 5%, il y a eu un début de paiement. Et pas qu'un seul paiement. Il y a des sociétés qui ont payé. Je viendrai demain ici avec des copies de chèques, parce que nous les avons ici déjà. Et ça dépasse même la LONAGUI. Et il y a un autre problème. Il n'y a pas que la LONAGUI qui est concernée par ça. Non, la LONAGUI a refusé de payer. Parce que la LONAGUI dit que c'est illégal. La LONAGUI a refusé de payer cet argent-là. D'où d'ailleurs les problèmes avec la LONAGUI. De 2%, il prend unilatéralement la décision de partir à 5%, c'est qui est illégal. Mais il y a pire. Il y a pire. Désormais, ça change de dénomination. D'accord. Désormais, on parle de fonds. Tu peux me rappeler? De fonds d'appui aux initiatives présidentielles. Fonds d'appui aux initiatives présidentielles. Quand il y a un fonds, ça veut dire que le fonds a été créé, n'est-ce pas, par décret. Ça veut dire que le fonds existe. Il y a un budget, il y a un personnel, il y a des comptes bancaires. Ce fonds n'existe nulle part en République de Guinée. Mais il y a 3 comptes qui ont été pourtant créés.
Et je dis encore une fois que l'argent, les chèques, il y a des chèques qui ont été déposés. Très bien. Le président de la République, pour ses initiatives présidentielles, dispose de ce qu'on appelle, on va le dire barbairement, la caisse noire. C'est son budget de souveraineté. Est-ce qu'il appartient à une entité quelconque de l'État, hors la loi des finances, de lui attribuer ou de venir renflouer cette caisse-là? Question, c'est une véritable question. Ça, c'est l'autre problème. Alors, continuons un peu. Tu as la question des taxes, 2 fois 15%. Aujourd'hui et demain, je reviendrai sur la question des nomenclatures. Alors, quelque chose de bizarre. Vous savez, normalement, les sociétés doivent leur reverser au régulateur qui peut collecter 15%, notamment pour ses propres fonctionnements. C'est là où j'ai parlé tout à l'heure de redevance. Mais ils créent une autre redevance. Et leur dit de payer 15 autres pourcents chez eux, les 15% qui équivalent normalement aux impôts. Il leur dit désormais, c'est nous, autorités de régulation, qui devons percevoir l'impôt, à charge pour nous d'aller reverser. Dis ça clairement, en français. Laisse les la loi dit, voilà. La loi dit, je vais le dire comme dans Justiciel, barbairement. Si vous êtes une entité, vous devez de l'argent à l'État. Et ça, il faut le dire à tout le monde. Pas seulement qu'aux sociétés de paris et jeux. Si vous avez une entreprise, vous devez payer vos impôts à l'État. N'allez pas payer entre les mains d'un fonctionnaire ou de qui que ce soit d'autre si ce n'est pas le compte justement des impôts à la Banque centrale. Le numéro officiel, allez payer là-bas. Si vous ne payez pas là-bas, les impôts viendront quand même vous demander, vous serez obligé de payer 2 fois. Et vous serez en train de nourrir un cas de détournement de deniers publics. Donc lui, il dit désormais, en fait, ils se sont érigés déjà en percepteur d'impôts. J'ai envie de dire en collecteur d'impôts. C'est le receveur central quoi, du Trésor. Donc, et vous avez suivi ça aussi. Vous l'avez aussi suivi dans les médias en ligne. Quand la question lui a été posée, il dit non, tout ce qu'il a fait, il a demandé l'accord du Trésor, il a discuté avec le directeur national du Trésor. Sauf erreur de ma part. Le directeur national du Trésor n'était même pas en Guinée quand il le disait. Oui, mais même s'il y avait discussion. Mais non, je vais terminer. Même s'il y avait discussion, ce serait parfaitement illégal. On ne peut pas s'entendre là-dessus. C'est le ministre des Finances seul. C'est au niveau du ministre des Finances, justement, que ces questions peuvent être réglées. Le directeur national des impôts n'a rien à y voir. Et vous ne pouvez pas surtout créer des comptes de l'État au niveau des banques primaires pour dire aux gens d'aller y payer leurs impôts. Aujourd'hui, c'est une guerre avec les sociétés. Et malheureusement, il y en a qui ont commencé à payer. C'est ça le problème, justement. Ils sont allés voir les impôts leur ont dit, écoutez, si vous payez ailleurs, ça c'est votre affaire. Mais nous, la loi dit, et je vais vous lire aussi cette disposition demain, très clairement, que c'est uniquement dans les livres, justement, du Trésor, logés à la BCRG, qu'ils doivent aller les payer. Donc, il y a beaucoup de situations de cette manière. Je vais terminer par ceci. C'est la question de redevance et même des licences. Désormais, il dit, les licences, vous devez les acheter. Avant, c'était 350 millions. Désormais, vous achetez chaque licence à 1 million. 1 milliard. 1 milliard. Mais voilà le problème. Voilà d'ailleurs un autre problème. Il y a des gens qui ont leur licence sur 10 ans encore. Mais il leur dit, non, à partir de la fin du mois de septembre, qu'ils annulent toutes les licences et vous devez payer à nouveau. Non, là, c'est... Ça, c'est l'autre champ de bataille. Là, c'était une plaisanterie. Oui. Je pense que la licence, elle est annuelle, non? Non, ça c'est les redevances. Ça c'est les redevances pour la licence. Antonio, c'était 10 ans à un moment. Voilà. C'est les redevances pour les licences. En fait, c'est payé annuellement. C'est payé annuellement, en fait. Mais pour prendre la licence, vous devez, avant, vous payez 350 millions. Maintenant, chaque année, vous payez une redevance sur cette licence-là. C'est ce qui se faisait. Mais votre licence, elle vous est donnée parfois sur une décade, voire plus. En effet. Donc c'est 10 ans, voire plus. Donc les gens ont leur licence sur une décade. On leur dit non, on ne va plus tenir compte de ça. Vous allez Tout à l'heure, je vous ai dit décision. Et il explique que sur les jeux et paris, par exemple, désormais, au lieu que la société paye la licence pour l'ensemble des segments qu'elle doit exploiter, désormais on leur dit, par exemple, sur les paris, les sociétés de jeux en ligne, souvent qui ont 4 segments. Il leur dit les SMS, parce qu'il y a des gens parfois qui votent par SMS. Il dit par SMS, vous devez payer 1 milliard. L'application, parce qu'elles ont des applications, 1 milliard. Le online, c'est-à-dire le site web, 1 milliard.
Et le code USSD, vous voyez comme chez Orange, il y a les codes USSD. Là aussi, 1 milliard. Ça veut dire que pour des petites sociétés comme ça, elles vont devoir payer 4 milliards. 4 milliards. Juste alors qu'elles ne font rien en physique en Guinée. Voyez déjà l'autre anomalie. Donc, les gens ont remarqué tout ça. Ils ont dit, il va falloir quand même qu'on discute. Parce que ce n'est pas comme cela que ça se passe. La pression est devenue de trop. Mais leur gros problème avec l'autorité de régulation, c'est que la plupart des ordres, ils disent, arrivent, soit c'est oral, soit on leur envoie des notes, mais sauf que ces notes-là ne sont adossées à aucune loi. Donc, depuis janvier, leur gros combat, c'est qu'il y ait un projet de loi ou même une proposition de loi, mais qui soit introduit au niveau du CNT, que le CNT, justement, les vote. Parce que sans loi, sans cadre légal, il y a un gros problème. Sans loi, donc, il n'y a pas de cadre légal et il est en train d'édicter des règles. Sans loi et sans conseil d'administration, je pense que la machine va être pilotée un peu à volo. Jacques, vous êtes aussi de cette enquête-là. Qu'est-ce qu'on peut en rajouter en attendant les précisions de demain? Oui, en attendant les précisions de demain, l'idée c'était de voir ce qu'on dit de l'autre côté, puisque c'est de là-bas on a pris la décision du côté de l'autorité. J'ai eu des discussions, bon, j'ai appelé M. Cissé, après il m'a renvoyé vers son conseiller juridique et il a quand même ajouté, bon, il pourra répondre à toutes les questions. Et s'il y a des questions auxquelles il ne peut pas répondre, moi je pourrais vous recevoir. Je suis juste empêché ce week-end-là. On pourra discuter. Sauf que... Ainsi, nous lui relançons parce que Jacques, j'ai bien été témoin que plusieurs fois, j'ai appelé pour avoir ce rendez-vous, je ne l'ai pas eu. Mais j'ai quand même rencontré le conseiller juridique qui a répondu à quelques-unes de mes questions, notamment sur la légalité de la décision. Il a reconnu que le conseil d'administration n'existe pas et que le conseil d'administration est l'organe de décision, puisqu'il faut... L'organe d'orientation, de décision, il faut bien le dire, dans le décret qui crée l'autorité de régulation du secteur des jeux et des pratiques assimilées, il est clairement dit que cette autorité-là peut faire des propositions à l'État. Les grandes gueules. Donc, faire des propositions, mais pas décider. Donc, c'est clairement ça. Dans ses attributions, c'est ça. C'est de faire des propositions à l'État pour des modifications, pour les nouvelles orientations à donner. Et s'il y a un conseil d'administration, ce conseil d'administration devient en réalité l'organe qui décide. La raison qu'on me donne, c'est que le conseiller me dit, c'est vrai que le conseil n'est pas encore mis en place, c'est vrai qu'on doit attendre que tout cela soit fait et qu'une loi soit créée, mais en attendant, les sociétés sont en train de travailler. Les sociétés sont en train de travailler, les sociétés sont en train d'engranger des ressources. Donc, il faut avoir une idée il faut réglementer. Donc, il faut proposer une réglementation pour que tout ceci soit dans un cadre légal. Deuxième raison, il me dit, avant, à la Lonagui, c'était à la tête du client. Chaque société venait négocier ses redevances, ses propres redevances. Donc, il y en a qui payaient, par exemple, 20% et puis d'autres étaient à 30%. Donc, c'était vraiment à la tête des clients. Eux, ils l'ont fait pour harmoniser. Et puis, la troisième raison qu'on me dit, c'est que l'autorité est mise en place, mais elle n'a pas de système de monitoring. Donc, jusqu'à aujourd'hui, elle ne sait même pas comment chaque société peut faire, n'est-ce pas, des revenus. Que ce soit ceux qui sont sur le réseau physique, que ce soit ceux qui sont en ligne ou les jeux hippiques. Bon, pour les deux segments, c'est du côté de la Lonagui. Ils disent qu'ils n'ont pas de système de monitoring qui leur permet de voir comment les choses se font, comment le jeu est fait, comment l'argent est en train d'entrer, les gains, tout ça. Ils n'ont pas la possibilité de le faire. Donc, en fixant ces redevances-là, c'est 15%, 2 fois 15%, donc 15% pour le trésor, 15% pour l'autorité et puis les deux qui sont venus à 5% pour le fameux fonds. Ils estiment que de cette façon, ils peuvent, n'est-ce pas, mieux accroître les revenus de l'État. Ça, c'est les raisons qu'on donne. Maintenant, sur le fonds, puisque j'ai aussi posé la question, est-ce que le fonds existe? Il me dit non, ça existait déjà d'une certaine façon, puisque du côté de la Lonagui,
il y a toujours les 2% qu'on réservait pour ces actions sociales. La RSE. Les grandes gueules. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que vous dites à chaque société de réserver les 2% ou disons les 5% pour ces actions sociales, ou alors désormais c'est au niveau de l'autorité on paye? Il a été clair, il dit non, ce n'est plus à ces sociétés-là de faire des actions sociales, c'est de verser au niveau du fonds. Et puis l'autorité se chargera, n'est-ce pas, c'est pas possible. C'est quand même de construire des hôpitaux, en tout cas d'agir dans le domaine social. Mais c'est pas le rôle d'un régulateur. Donc, en gros, ce sont les réponses qu'on a données de ce côté. Il y a pour certaines questions, notamment sur ces questions des comptes, les comptes qui ont été créés, où il dit non, pour ça, il va falloir que vous rencontrez M. Cissé lui-même. Et M. Cissé, qui ne prend pas mon appel, depuis après la dernière conversation qu'on a eue et qu'il m'a orienté vers le conseiller juridique, il ne prend plus mon appel. Et je t'encourage par ailleurs à continuer à faire des captures. Non, mais j'ai fait les captures. Oui, quand j'appelle, tu fais les captures. Personnellement, il menace déjà de porter plainte contre moi. Mais après, on ira certainement à la HAC. Nos commissaires là-bas qui disent que on ne croise pas l'information. Ben, chers messieurs, le monsieur, il prend pas son téléphone tout bonnement depuis 3 jours. Bon, au moins, il a envoyé à son conseiller juridique avec qui nous avons parlé. Mais c'est vrai aussi qu'il peut dire, bon, écoutez, le conseiller juridique, ce qu'il a dit, c'est parce que j'ai voulu faire dire. Maintenant, il y a autre chose. Il m'a fait remarquer que lors du Conseil des ministres du 11 mai, parce que lui-même il a pris fonction le 12, il a été nommé le 25, le 12 mai il a pris fonction, mais la veille, en Conseil des ministres, ils ont décidé d'ériger l'autorité en autorité administrative indépendante. Donc, donc pour lui, pour le conseiller juridique, le fait de l'ériger en autorité administrative indépendante, cela lui donne... Et c'est suffisant? Lui donne le droit... Un conseil des ministres, c'est suffisant pour ça? Je suis en train juste de relayer ce qu'on m'a dit. Donc, en l'érigeant, n'est-ce pas, en autorité administrative indépendante, cela lui donnerait, n'est-ce pas, la possibilité de prendre un certain nombre de décisions. Et donc, ce qui pourrait justifier cette décision qui a été prise. Voilà. Sauf que... comme percevoir à la place des impôts. Je continue quand même à batailler pour accéder à ce compte-rendu-là. Parce que j'ai beaucoup cherché sur Internet le compte-rendu du Conseil des ministres du 11 mai pour voir quand même il faut regarder dans ton mailing qui est envoyé par la présidence. Non, à chaque fois... Au fait, je suis allé même sur le site... Le site de la présidence. Le site de la présidence. Le combien? C'est du 11 mai. Tu vois clairement le compte-rendu du Conseil des ministres du 11 mai. Mais quand tu cliques, ça ne s'ouvre pas. Ça ne s'ouvre pas. Mais est-ce qu'il y a eu conseil des ministres ce jour-là? Parce qu'il faut qu'on vérifie. Parfois, le gouvernement... C'était le jeudi. Parce que ça peut être jeudi, mais il y a des moments où il n'y a pas de conseil des ministres. Parfois, ils sont tous dispatchés. On va vérifier ça. Vas-y. Je n'ai pas accédé à ce compte-rendu-là. C'était pour voir comment c'est formulé. Est-ce qu'on a annoncé, par exemple, quel décret allait être pris pour le faire? Parce que je crois qu'il ne suffit pas de le dire en Conseil des ministres. Il va falloir prendre un acte quand même légal pour le dire, pour le démontrer. Très bien. On attendra et c'est certainement un sujet sur lequel nous... Permets, Mara, s'il te plaît. Nous reviendrons donc sur cette actualité plus amplement, avec plus de détails, dès demain, justement, avec ces éléments de texte et d'éléments d'appui sur fond de pièces, justement, à prévoir, à proposer à nos auditeurs. Diba, on a écouté Mara, on a écouté Jacques. Oui, justement, le Conseil des ministres du 11 mai 2023. Alors justement, on vient de m'envoyer tout de suite ce conseil. J'ai ouvert et j'ai accès. Alors, on dit le Conseil a décidé ce qui suit. Maintenir la loi sur les autorités administratives indépendantes AAI en l'état. Maintenir les 4 AAI existantes, l'ARPT, l'ARMP, l'ARE et la CENTIF. Les EPA au nombre de 2 jouant le rôle de régulateur, l'autorité de régulation du secteur des jeux et pratiques assimilés, l'autorité de régulation du transport fluvio-maritime doivent être érigées en AAI. Donc c'est ce qui a été dit au Conseil des ministres. Doivent être érigées en AAI
pour les futures créations s'en tenir aux 2 catégories d'AAI prévues à l'article 5 de la loi L 2023-008 du CNT du 13 mars 2023 qui sont maintenir la loi sur les autorités administratives indépendantes en l'État, accentuer la vulgarisation de la loi sur les autorités administratives indépendantes à l'État. Donc, c'est ce qui a été dit au Conseil des ministres. Maintenant, vous avez bien posé la question, est-ce que pour l'instant un décret a été pris pour ériger l'autorité de régulation qui est NEPA en AAI, autorité administrative indépendante, ce qui n'est pas fait, mais ça a été quand même débattu au Conseil des ministres. Si ça l'avait été. Même si ça l'avait été. Oui. Moi, il faut aller aussi sur cela, même si ça l'avait été. Oui. La loi organique relative aux lois des finances est supérieure. Oui, et sur les questions de fiscalité, c'est la loi qui en question. J'en viens. Donc, ça a été débattu au Conseil des ministres parce que si c'est débattu au Conseil des ministres, on essaie quand même de suivre un peu la légalité. Donc, ce qui veut dire que par la suite, il y a un décret certainement qu'on est en train de peaufiner quelque part qui va être pris pour essayer de l'ériger en AAI. Donc, ça a été effectivement débattu au Conseil des ministres. Maintenant, sur ce qui est en train de se passer. Quand vous regardez par exemple le décret de création de l'autorité de régulation, Jacques était revenu succinctement sur ses missions. Il y a toute une série de missions qui lui est dévolue. On dit proposer au gouvernement les modifications législatives et réglementaires qui lui paraissent nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique des jeux de hasard et pratiques assimilées. Donc moi, si je vois aujourd'hui, parce qu'on s'attendait quand même qu'il y ait un décret par rapport au fonds d'appui pour le développement social, c'est-à-dire qui crée le fonds et qui est meublé et qui existe. Mais à date, ce n'est pas fait. Je pose une question. S'il a pu prendre une telle décision et qu'il est en train de l'appliquer aujourd'hui, c'est qu'il a l'assentiment des autorités. Ça, c'est la très bonne question, Djiba. Justement, j'allais dans le commentaire poser la question. Que fait la présidence de la République? Parce que c'est elle la tutelle. La tutelle, c'est elle la tutelle. Secrétaire général à la présidence. Vous comprenez? Donc, si toutefois, il a pu prendre une telle décision qui crée des clés de répartition de la licence, des redevances, en fonction des différents segments, et que plus loin, il prévoit sur les 2% qui viennent à 5% sur la RSE, notamment avec lui-même qui a créé ce fonds d'appui au développement social, s'il a pu faire tout cela, je pense que un décret n'est pas tombé, ça veut dire qu'il a effectivement l'assentiment des autorités guinéennes. Ça veut dire qu'on a adoubé, on soutient sa démarche. Djiba. Et ça, moi, ça m'amène quand même à beaucoup de réflexions. Tu sais qu'il y a déjà un fonds, si c'est ça l'intitulé. Il y a le fonds de l'indigence, il y a le fonds de développement social et de l'indigence qui existe. Ça, c'est une première chose. Mais de l'autre côté, on crée une nouvelle taxe, j'ai envie de dire comme ça. Et ça ne s'adosse à rien. Sans passer ça ne s'adosse pas à la loi. C'est ce que je dis. Troisièmement, on reprend aux sociétés leurs obligations vis-à-vis de la société, la fameuse RSE, en tant que régulateur. C'est quel régulateur qui fait le travail des sociétés à leur place? Et il y a une note technique, bien avant que la décision ne soit prise. Il y a d'ailleurs une note technique sur, par exemple, la licence d'exploitation. Ils disent qu'il représente un montant payé annuellement pour chaque opérateur de jeu et qui lui donne tous les droits liés à l'exploitation. Maintenant, plus il dit c'est un montant qui est réparti en pourcentage entre le trésor public, l'autorité et le fonds d'appui pour le développement social. Et plus loin, il dit le fonds applicable varie selon la nature du segment et les spécificités du marché. Alors, est-ce que c'est ça qui a été retoqué par l'Assemblée, par le Conseil national de la transition. C'est ça qui a été retoqué. Maintenant, plus loin, sur les redevances, ils disent que les redevances correspondent au montant payé mensuellement par chaque opérateur de jeu en contrepartie des droits d'exploitation conférés par l'autorité. Il y a 2 pourcentages distincts qui sont payés par les opérateurs de jeu au titre de la redevance mensuelle, un pourcentage pour le compte du trésor, un autre pour le fonctionnement de l'autorité. Les taux varient selon la nature du segment, là aussi. Et plus là aussi, loin, il y a un problème. Attends, il ne faut pas accumuler. Il ne faut pas accumuler. Sinon, on va accumuler. Là où c'est un problème pour la redevance liée à la licence. C'est annuel dans les contrats. Sauf que là, lui, il en fait un paiement mensuel. Voilà, donc il dit que les redevances correspondent au montant payé mensuellement
pour chaque opérateur de jeu en contrepartie des droits d'exploitation conférés par l'autorité de régulation conformément aux dispositions de son décret de création. Et donc plus loin, les répartis entre le trésor public, répartis entre l'autorité lui-même, et 5%, il dit le fonds d'appui pour le développement social est une innovation de l'autorité de régulation permettant d'apporter un concours financier aux activités socio-culturelles, sportives et locales. Le fonds est alimenté par 5% des ventes effectuées par l'opérateur après déduction des gains payés aux parieurs. Donc, c'est ce qu'il dit au niveau de l'objectif qui est assigné à ce fonds. Maintenant, il y a une chose qui a attiré mon attention, pour finir rapidement, Tamba. C'est par rapport au purgé. Parce que dans sa clé de répartition, dans la décision, lui n'a pas appelé ça les purgés, notamment ce qu'on devait payer, par exemple 80% du montant payé et reversé au trésor public, ça c'est sur la licence, les 1 milliard. Sauf que moi, quand même, sur la licence, je me dis qu'on a pu quand même revoir un peu les choses à la baisse, parce que sous la dame, madame, je crois, Silla, qui était l'ancienne Aminata, hein. Aminata Silla, madame Aminata Silla, en 2019, la licence était autour de 4 milliards 250 millions. Donc, à l'époque même, les opérateurs se plaignaient parce qu'il y a eu un bond, d'année en année, on allait d'1 milliard, 2 milliards, et en 2019, on était autour de 4 milliars 250 millions. Non, mais là, tu ne saisis pas. Non, je comprends ce que la tu dis. licence, c'est au moment où on prend la licence. On prend la licence. Ça, c'est le ticket. On est sur la même lancée. Mais toi, tu es en train de parler de la redevance pour le compte de la licence par an. C'est ce que, c'est pas pareil. C'est de là, moi, c'est là-bas je suis. Voilà. C'est là-bas je suis. C'est pas pareil. C'est là-bas je suis. Donc, lui, il dit 80% est payé au trésor, 20% du montant payé au niveau du fonds, de l'autorité de régulation et du fonds. Maintenant, une chose, rapidement, Tamba, sur les purgés. Parce qu'au Sénégal, par exemple, au Mali... En une minute, Djiba. Au Mali, en fait, les purgés, c'est que lorsqu'on a fini de faire le jeu, on a collecté la masse, il y a une partie qui part au trésor. De par le passé, il y a une partie qui part au trésor. Il y a le gain des parieurs qu'on distribue. Il y a une partie qui reste au niveau de l'entité pour son fonctionnement et elle-même. Maintenant, il y a une autre partie qui n'est pas distribuée parce qu'il y a des parieurs qui ne viennent pas réclamer leur gain. Ils ne viennent pas. Donc l'argent là, de par le passé, était collecté, gardé et remis dans la cagnotte. C'est comme ça, en fait, on procédait. Donc ça, on les appelle les purgés. Mais sauf que dans la nouvelle décision qu'on a vue et qui circule, que vous m'avez d'ailleurs envoyée, dans cette nouvelle décision, au niveau des purgés, lui, qu'est-ce qu'il propose? Il dit par rapport il dit gains non réclamés et non payés. Il dit il s'agit des gains des parieurs non payés après l'échéance de validité du ticket. Le montant est réparti comme suit. 30% du montant est reversé au trésor public, 20% du montant reversé à l'autorité de régulation et 50% du montant est reversé au fonds d'appui pour le développement social. C'est-à-dire que 70% en réalité vont au régulateur. Au régulateur, tout à fait. Maintenant, vous avez vu la de par le passé, ces purgés-là, puisque les gens ne réclamaient pas, on les reprenait, on les remettait dans les cagnottes. Très bien. Maintenant, si aujourd'hui il faut prendre les purgés et les répartir entre les différentes entités, je crois qu'il faut que les autorités, c'est pourquoi j'ai dit, s'il a pu prendre une telle décision, avec beaucoup de choses, licence, redevance et clé de répartition, c'est que ça veut dire qu'il a la bénédiction des nouvelles autorités, il a leur assentiment et il ne peut pas se lever un beau matin, prendre une telle décision-là. Maintenant, on attend quand même qu'il y ait une décision pour la création de l'autorité administrative indépendante qui est la AAI. Voilà, justement, sans compter quand même qu'on se permet de créer des comptes parallèles dans des banques primaires. Et on crée des fonds. Pour recevoir de l'argent pour le compte de l'État de cette façon-là. Jacques, j'ai envie de dire, mais finalement, le monsieur, nos serveurs avaient déjà disparu. Et on n'a pas trouvé mieux. Zachary. On n'a trouvé que lui pour toute la Guinée. De récolter de poursuites judiciaires. Pour toute la Guinée, on n'a trouvé que lui. Bon, ça, j'ai le droit de le dire. Oui. Je m'étonne quand même que ce soit comme ça. Et je pose quand même la question du rôle de la présidence. Est-ce que le général Amara suit tout ça aujourd'hui pour laisser faire? Mais on te dit, il y a 70% rien que des purgés qui vont là-bas. C'est rattaché à la présidence. Il y a quelque chose qu'il faut quand même dire. Depuis qu'il a été nommé, il n'y a pas eu d'ameublement si vous voulez, de ce service, de cette direction. Donc aujourd'hui, on est bien dans une situation assez complexe.
C'est-à-dire vous avez une direction, peut-être qu'il a maintenant un personnel, mais il n'y a pas eu tous les ameublements nécessaires qui peuvent nous indiquer par exemple que nous avons une autorité qui a tous les leviers nécessaires pour pouvoir fonctionner. C'est vrai, il y a un conseiller juridique, d'ailleurs il agit en tant que consultant, mais qui s'occupe des affaires juridiques au niveau de l'autorité. Et puis pas assez de visibilité sur, par exemple, l'agent comptable au niveau de cette institution, de cette autorité, qui devrait avoir une sorte d'indépendance. Les agents comptables, ce n'est pas DAF qui sont rattachés, qui ont une certaine indépendance en matière de gestion des finances. Je crois que ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut dire. Maintenant, l'autre chose, tel qu'on est en train de voir les choses, sauf bien entendu qu'il nous donne un avis contraire, une lecture ou une explication qui peut vraiment nous rassurer de mieux, mais c'est comme si on est en train de ramener, d'en faire une régie qui va recevoir de l'argent. Il m'a été dit comme ça, il nous a été dit que il y avait une promesse pour avoir le poste, c'était de dire à la présidence, moi je peux vous aider à gagner beaucoup d'argent, ce que la LONAGUI ne vous apporte pas. On a bien fait de séparer certes les fonctions de la LONAGUI, les fonctions de gestion des jeux, donc d'exploitation des jeux, et les fonctions de régulation. Mais si une fois que vous l'avez fait et que vous ne faites pas mieux que ce que la LONAGUI était en train de faire, ça pose un petit problème. Le problème reste donc le même, c'est pas un problème d'intention, mais un problème d'homme, toujours en Guinée. C'est un sujet que nous allons poursuivre demain avec plus de détails et plus d'éléments à apporter. Pourquoi pas, monsieur le régulateur, grand régulateur, l'appel il reste le même, justement. Si vous souhaitez nous en donner davantage d'éléments, pourquoi pas, nous restons bien ouverts pour le bénéfice de nos auditeurs. On va marquer cette virgule et on se retrouve pour la dernière partie de cette émission. Nous allons parler OUA, mais derrière aussi, nous allons parler municipalité. C'est dans quelques minutes.